C'est pourquoi, bien que le sujet de cet essai n'offre pas à première vue des dimensions démesurées, nous conservons l'espoir que l'étude entreprise puisse éclairer un peu la doctrine du droit pénal et la psychologie du juge répressif. Dominique Alix, bonjour. C'est la conclusion de votre ouvrage. Essai sur la coaction, contribution à l'étude de la genèse d'une notion prétorienne, publié en 1976 à la Librairie générale de droit et de jurisprudence. Je suis un peu le témoin d'une époque révolue. Dominique Alix, je vous présente d'abord, agrégé des facultés, droit privé et sciences criminelles, ancien professeur à l'université Paris-Sud, faculté Jean Monnet de Sceaux, et avocat général en service extraordinaire à la Cour de cassation, nommé avocat général en service extraordinaire à la Cour de cassation en 2003 jusqu'en 2011. Et donc cet ouvrage, introuvable, mais dont vous m'avez fait cadeau. Ben, c'est heureux qu'il soit introuvable, ça prouve qu'il a été normalement diffusé par l'éditeur. Je n'ai pas eu cette chance quelques années plus tard avec un petit ouvrage intitulé « Le droit pénal », dont j'ai vendu quelques dizaines d'exemplaires, et les autres exemplaires sont partis au pilon. Ah. La question de l'action collective en droit. C'est ça la question de la coaction ? Comment on traite de l'action collective en droit? Précisément, en droit pénal, l'action collective est difficile à incriminer, à cerner, puisque nul n'est pénalement responsable qu'à raison de son propre fait. Alors, comment on fait? Qu'est-ce que vous nous dites dans cet ouvrage? Dans ce cas, lorsqu'il y a agissement de plusieurs auteurs, lorsqu'il existe, selon une expression un peu ancienne, plusieurs infracteurs pour une même infraction, on peut y voir un auteur principal et des complices. Et le code pénal n'envisage en réalité que le cas des complices. Il ne se prononce pas sur le cas des complices qui ont un rôle décisif dans l'action criminelle, dans l'action délictueuse. Peut-être est-ce parce que le complice a vocation à être puni de la même peine que l'auteur principal, et ce qu'on appelle la théorie de la peine justifiée fait qu'il n'est pas nécessaire de distinguer dans tous les cas l'auteur du complice de l'infraction, puisqu'ils encourent la même peine. Il reste que, traditionnellement, et dès l'ancien droit, on considérait que parmi les complices, ceux qui n'ont pas accompli la totalité des éléments constitutifs de l'infraction, il existe plusieurs catégories. Et celles de complices, de simples complices, des complices subalternes, et puis des complices, voire les instigateurs de l'infraction, qui doivent être assimilés aux véritables auteurs de l'infraction, voire devenir celui que l'on réputera auteur moral de l'infraction. Si on déporte le sujet vers l'entreprise, action collective par définition. Voilà. L'action est collective par définition, mais n'exclut pas la responsabilité individuelle de chacun des dirigeants de l'entreprise, à différents stades. Ce n'est pas exclu du tout. C'est un grand sujet actuellement, hein, le nombre de dirigeants qui préfèrent faire valoir leur incompétence plutôt que de passer pour des fraudeurs. Alors en tant qu'ancien pénaliste, je vous dirais, sanctionnons l'incompétence. Le droit ne reconnaît que la peine individuelle, de toute façon. Peine individuelle, personnalité des peines. Ça pourrait conduire à des formes d'instruction particulières? Non. Cette grille de lecture? Pas nécessairement. Pourquoi vous concluez sur la psychologie du juge répressif? Ah, ça c'est une autre histoire. Peut-être n'avez-vous pas lu l'introduction. Si. Alors, deux compilateurs de l'ancien droit, qui était un droit coutumier, jus
Et Mouillard de Vouglans traite de la question de la coaction, c'est-à-dire de l'assimilation de certains complices aux auteurs mêmes de l'infraction. On voit à ce moment-là une sorte de typologie des différents cas de participation criminelle, au sens large du terme. Jusque-là, on tenait ça pour des solutions historiques. Parce que la Révolution française et plus tard le Code pénal de 1810 ont posé comme principe que le complice encourait la même peine que l'auteur principal. Donc ces subtiles distinctions entre complices subalternes, entre complices assimilables à des auteurs, avaient perdu tout intérêt. Pour des raisons techniques, dans le détail desquelles je n'entrerai pas, il fallait quand même, dans certains cas, distinguer selon qu'il s'agissait d'un complice ou d'un auteur. Comment trouver le critère du complice assimilable à un auteur? Qu'ont fait nos magistrats? Eh bien, ils ont repris leurs vieux traités, leurs vieux précidalos de l'époque, c'est-à-dire les traités de l'ancien droit qui traitaient de cette même question, à savoir Jousse et Mouillard de Vouglans. Et c'est une démarche très habituelle, nous le savons bien en tant qu'appartenant à cette confrérie des professeurs. Nous savons très bien que lorsqu'il y a une réforme législative, nous allons regarder tout de suite ce qui se disait avant. Et nous construisons souvent notre cours à partir de ce qui a été dit. Et ensuite, on explique qu'il y a eu des modifications. La démarche est comparable. Les magistrats de l'époque, n'oublions pas que ça est né au début du XIXe siècle, la Révolution est encore toute fraîche, l'ancien droit est encore tout proche, 25 ans à peu près. Tout naturellement, ils ont été formés aux disciplines de l'ancien droit et vont donc appliquer les principes de l'ancien droit tant que l'ordre nouveau ne s'y oppose pas. Il faut bien marquer quand même que notre codification n'a pas fait table rase du passé. Il est d'ailleurs prévu en matière civile que les usages subsistent dans les matières où il n'est pas légiféré ou dans les matières où la loi ne les contredit pas. C'est vous dire que le droit est fait de strates et qu'avant de changer les habitudes, il faut que beaucoup de temps se passe. Je crois que c'est Ripert qui disait que tout juriste est conservateur. Nous étions en 1976. Je crois savoir que vous considérez qu'il faut réformer à peu près tous les enseignements de droit en raison de la question européenne. Oui. Vous pouvez développer ? Oh, je peux développer, ça n'a rien à voir avec ma thèse, parce que je crois quand même que s'il est bien un domaine dans lequel on pourrait quand même conserver notre souveraineté, c'est en matière pénale. Un peu de souveraineté. Disons que le droit d'un État souverain, c'est le droit de battre ses malfaiteurs et le droit de battre monnaie. Nous avons perdu le droit de battre monnaie, gardons celui de battre nos malfaiteurs. D'ailleurs, ça ne portera pas à conséquence parce que nous avons les exigences du Conseil de l'Europe qui aboutissent à une sorte d'abolition constante, insidieuse de la peine, de la sanction pénale. C'est une sorte de nivellement par le bas, dans la mesure où on imaginera qu'une sanction très sévère est disproportionnée. Bref, le plus petit dénominateur commun s'appliquera. Merci Dominique Alix pour cet éclairage. Vous vouliez rajouter quelque chose? Non? Je voulais dire que pour l'enseignement du droit, je crois déjà qu'il faudrait supprimer tous les cours dits de droit communautaire. Droit communautaire 1, droit communautaire 2, droit communautaire substantiel, droit communautaire je ne sais quoi, les cours assurés par les privatistes, les cours assurés par les publicistes, voire par les économistes quand il s'agit de droit de la concurrence. Je m'inscris en faux contre cette approche qui est fallacieuse, qui induit nos étudiants en erreur
En réalité, n'oublions pas que le droit communautaire a intégré un ordre juridique qui lui est propre dans l'ordre interne de chacun des États membres. Le premier juge communautaire, savez-vous qui c'est en France? Le premier juge communautaire. Mais c'est le juge français qui doit appliquer la norme communautaire devant laquelle s'effacent nos lois et règlements qui leur seraient contraires. Voilà. Donc, introduction à l'étude du droit, les sources du droit. Il ne faut pas, on peut commencer par la Constitution, parce que c'est la Constitution qui permet d'asseoir l'autorité du traité de l'Union européenne, et puis ensuite, il faut décliner les règlements, les directives, etc., les lois et nos règlements d'application. Espérons que tous les magistrats vous entendent au moment où ils rendent leurs décisions. Ah, j'ai été très surpris de leur agilité intellectuelle et de leur faculté d'adaptation. C'est-à-dire qu'ils ont réussi, et même plusieurs décisions récentes le montrent, à assimiler les exigences du management. Plusieurs décisions le prouvent, et ils n'hésitent pas, le cas échéant, ils sont contents de le faire, de s'arroger des pouvoirs de contrôle, par exemple sur la gestion des fonds parlementaires. Un arrêt passé inaperçu du 27 ou du 28 juin 2018 a considéré qu'était justifiée la mise en examen de sénateurs auxquels avaient été remis des fonds destinés à leur groupe parlementaire. Mais on a envie de dire, de quoi se mêle donc l'autorité judiciaire? C'est une affaire qui regarde le règlement interne des assemblées, qui ont la libre disposition des fonds qui leur sont alloués. Eh bien non, on a estimé que l'autorité judiciaire devait contrôler l'affectation correcte des ressources au regard des exigences du règlement des assemblées. Vous avez tout de suite compris qu'il s'agit là d'une sorte... Alors, on a dit à l'occasion que les sénateurs étaient chargés d'une mission de service public. Ils n'étaient pas dépositaires de l'autorité publique, mais qu'ils étaient titulaires d'un mandat électif, qu'ils étaient par conséquent chargés d'une mission du service public. Vous me direz, quel intérêt de citer cette affaire? Mais vous l'avez compris. Il s'agit de poser des pions pour une autre affaire, de façon subreptice, arrêt non publié, pour justifier la mise en examen d'un député auquel il est reproché d'avoir fait appel au service de son épouse. Merci Dominique Alix.